Eh bien, merci à tous d'être venus si nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir une salle comble. Je vais vous emmener pendant à peu près 40 minutes, 45 minutes si je suis un peu bavard, mais je vais peut-être demander à quelqu'un de faire le script et de me rappeler à l'ordre. Si c'est moi, je vais oublier volontairement. Bon, en tout cas, si je m'étends trop, rappelez-moi à l'ordre. Et donc, je vais vous emmener à la découverte. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, on va laisser la personne. Non, non, venez, venez. On est en famille. Alors, je vais vous emmener à la découverte d'un fabuleux savoir ancestral que moi-même je n'ai découvert qu'il y a une quinzaine d'années. J'ai reçu une éducation métissée et fortement française. J'ai vécu un bon quart de siècle en France, en Île-de-France, et je suis tombé par hasard sur un livre que Adrien vous montrera, qu'il a dans sa bibliothèque. Je ne l'ai pas ici, je ne pourrais pas le montrer malheureusement. Pas ce soir, mais ah oui, plus tard. Plus tard. Il y a un after après chez moi. Et j'étais en train de faire une collecte. Alors, nos littératures sont orales en Afrique. Elles se transmettent par l'oralité. Et donc, nous manquons de support. Et quelques intellectuels, depuis un demi-siècle, font l'effort de s'intéresser à nos traditions, de les transcrire. Et je suis tombé sur un livre qui s'intitule « Le code de vie du primitif, sagesse africaine selon IFA ». Et j'étais en train de collecter des proverbes et des contes pour une production audiovisuelle que j'envisageais d'appeler Clair de lune, et dont l'objectif était de restituer l'atmosphère des contes au clair de lune tels qu'ils se faisaient autrefois. Moi, je ne les ai pas connus, mais ma mère et ma grand-mère m'ont parlé des soirées de contes au clair de lune. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. C'était des soirées fortement divertissantes et éducatives. Et donc, je voulais reconstituer cette atmosphère, et je collectais donc des recueils de poèmes, et de proverbes et de contes. Et une amie me dit, écoute, j'ai un de mes tontons qui a écrit un livre auquel j'ai rien compris, peut-être que ça va t'intéresser. Et le livre est écrit en 4 tomes. Elle me remet les 2 premiers tomes, et qu'est-ce que je découvre? C'est que tous les proverbes et les contes que je lisais de manière éparse dans différents ouvrages avaient leurs racines dans cette tradition spirituelle qu'est Ifa, Fa ou Afan. Selon les moments, je dirais Ifa ou Fa, mais c'est exactement la même chose, et c'est la science spirituelle du peuple Yoruba qui est à cheval entre 2 pays hérités de la colonisation que sont le Bénin, mon pays d'origine, et le Nigeria. Donc les Yoruba se sont retrouvés découpés, une partie anglophone au Nigeria, une partie francophone au Bénin. Donc cette science-là, qui s'appelle Ifa chez les Yoruba, est leur apanage, et d'après les historiens, elle remonte à une tradition qui viendrait de l'Égypte 4000 ans avant l'ère chrétienne. Donc 6000 ans avant l'époque où nous sommes. Et j'ai été littéralement ébloui parce que les livres de contes et de proverbes que je lisais, j'étais dans les feuilles et les branches. Et là, je tombe sur la racine, les racines et le tronc. Et donc, j'ai demandé à cet ami de me prêter les 2 autres tomes. En 3 mois, j'avais fini de dévorer les 1200 pages. J'ai demandé à rencontrer l'auteur parce que je bouillonnais de questionnements. J'avais plein de questions à lui poser. Et c'était au mois de mars-avril 2009. Elle m'introduit auprès de l'auteur qu'elle appelait Tonton. Et ce monsieur m'adopte et me révèle que nous sommes cousins germains malgré 32 ou 34 années d'écart. Il est de 1922, moi je suis de 1956. Et il m'explique en 5 minutes, en déclinant notre arbre généalogique, que nos mères sont des cousines, etc. Et que notre ancêtre commun est un roi du royaume du Dahomey, qui a donné le nom d'Ahomey. Bref, je vous passe les détails. Je suis littéralement ébloui parce que je découvre une spiritualité de portée universelle. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu, plus qu'une passion, c'était une mission pour moi. Il fallait que je comprenne, j'assimile et que je partage. Donc, voilà ce que je fais depuis 15 ans, de la vulgarisation. Et nous allons donc commencer cette découverte en 3 chapitres. Le premier chapitre, je vais vous présenter la descriptive tripolaire du système de savoir qu'est IFA. Le deuxième chapitre, ça c'est mon marigot en quelque sorte, c'est la sagesse que j'illustre par des poèmes. Donc nous allons naviguer dans cette sagesse sur 4 grandes thématiques. La première, c'est l'éthique environnementale.
La deuxième, c'est l'éthique du leadership et de la gouvernance. La troisième, l'éthique familiale. Et enfin, la quatrième, le savoir-être, les principes de base de l'éducation. C'est un corpus de préceptes qui comporte 256 enseignements et qui sont des clés de l'existence humaine. Si on commençait à naviguer, parcourir les 256, on serait là jusqu'à demain. Donc, j'ai sélectionné un échantillon sur ces 4 grandes thématiques pour vous présenter cette sagesse. Et enfin, je vais vous présenter dans le 3e chapitre la logique binaire qui structure cette science spirituelle ancestrale et qui est une cousine germaine du Yiking asiatique et qui est aussi une préfiguration de l'algèbre de Boole, du code binaire et de l'informatique que nous pratiquons tous, volontairement ou pas aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons commencer. Ah, faut que je... Pardon. Voilà. Donc, le premier chapitre, navigation dans cette sagesse... Ah non, description du système tripolaire de savoir. Alors, si vous devez retenir une formule, IFA, c'est l'éthique de la relation. C'est une phrase que j'ai entendue de mon mentor, l'auteur du livre qui m'a ouvert les yeux. Au bout d'une demi-douzaine d'entretiens, je lui ai demandé, mais je l'appelais selon mon humeur tonton ou pépé. Tonton, si je me retrouve en France et que je dois expliquer ce que c'est que IFA, en une phrase, qu'est-ce que je peux dire? C'était en 2010. Il me dit, c'est l'éthique de la relation. Je n'avais pas bien compris, mais aujourd'hui, j'ai très bien compris et je peux vous l'expliquer très simplement. Vous voyez cette étoile à 3 branches qui rappelle l'étoile qu'il y a sur la calandre d'une marque de voiture de luxe allemande, que je ne citerai pas, mais que vous avez deviné. L'homme au centre. Et l'homme est en relation avec... Moi, je suis en relation avec vous par la parole et vous avec moi par l'écoute. Donc l'homme en relation avec ses semblables, c'est le pôle créature. Et puis nous vivons dans l'environnement et dans la nature. Donc l'homme en relation avec la création. Et enfin, quand l'esprit s'élève, qu'on se demande mais quel est le sens de notre existence, que sommes-nous venus faire sur Terre, l'esprit s'élève vers l'invisible, le cosmos et le divin, donc l'homme en relation avec le Créateur. Eh bien, ce système de savoir ancestral multimillénaire propose sur chaque pôle 2 disciplines. Sur le pôle créature, sagesse et éducation, j'en ai fait ma spécialité. Sur le pôle création, écologie et pharmacopée, gestion de la communauté humaine dans la nature pour transmettre un patrimoine viable aux générations futures. Et la pharmacopée, c'est la connaissance des éléments de la nature, et je crois que là nous revenons à un thème cher à M. Paul Thénez, connaissance des éléments de la nature, les minéraux et les plantes, pour se nourrir et pour se soigner en cas de maladie. Donc la pharmacopée multimillénaire ancestrale est l'ancêtre de la pharmacie moderne et de la médecine. Et enfin, sur le pôle créateur, le pôle vertical, divination, l'art divinatoire et la spiritualité, vous voyez que le mot religion n'apparaît pas ici. La philosophie africaine ne connaît pas la religion. La religion a été importée par ceux qui ont colonisé les peuples noirs africains. Les Africains pratiquent la spiritualité et c'est le vaudou qui a été terriblement diabolisé. Quand on parle du vaudou en Occident, tout le monde voit la poupée sur laquelle on enfonce des clous et puis quelqu'un meurt à l'autre bout du monde. C'est une aberration, c'est une bêtise totale, mais c'est une invention qui a été conçue dans un contexte historique précis dont on parlera peut-être tout à l'heure pendant les échanges. C'est après la création de la République d'Haïti, quand les anciens esclaves, à partir d'une cérémonie vaudou, se sont coalisés, mobilisés pour conquérir leur liberté et leur dignité, eh bien, ils se sont battus contre l'armée la plus forte du monde, l'armée française de Napoléon, qu'ils ont vaincue. Mais c'est parce qu'ils étaient spirituellement plus forts que les armes. Et c'est ce qui leur a permis de vaincre. Et les esclavagistes français de l'époque n'ont pas admis que des nègres, des esclaves armés de machettes, de petits fusils qu'ils ont volés à leur maître, aient pu les vaincre. Mais en fait, ils s'étaient transcendés à une dimension spirituelle telle qu'ils ont pu vaincre l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et à partir de là, l'Occident a décidé de diaboliser cette spiritualité africaine. Le vaudou n'est pas ce qu'on nous fait croire. Le vaudou, c'est la spiritualité africaine qui est basée sur les 4 éléments de la nature
qui sont reconnus par toutes les civilisations humaines, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc voilà le schéma général. Et maintenant, la répartition de cette discipline en zones. La zone blanche, c'est sans abonnement, accessible à tout le monde. Et les zones grisées, gris pâle et gris foncé, c'est la zone initiatique et ésotérique. Donc, zone profane et exotérique, et zone initiatique et exotérique. Donc là, c'est l'apanage des initiés, et là, c'est en accès libre, et j'en ai fait ma spécialité, ce que nous allons voir dans le chapitre suivant. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas mis 5 minutes à décrire ce que c'est que le système IFA. La formule de base, c'est l'éthique de la relation de l'homme avec ses semblables, sagesse et éducation, la relation de l'homme avec l'environnement et la nature, écologie et pharmacopée, et la relation de l'homme avec l'invisible, le cosmos et le divin, divination et spiritualité. Est-ce que ça vous paraît compréhensible? Alors, nous allons attaquer le deuxième chapitre et nous allons naviguer dans cette sagesse. Premier sous-chapitre, l'éthique environnementale, puisque en lien avec le travail de Paul Thénèse, j'ai préféré commencer par ce sous-chapitre-là. Veiller à la paix et à l'écologie. L'interdépendance entre les créatures, de même qu'entre les hommes et la nature, impose de veiller à l'harmonie de l'environnement et d'honorer les rendez-vous du destin individuellement. Nous avons une responsabilité collective, c'est l'environnement, et chacun doit gérer son destin individuellement. Voilà le message qui découle de ce poème, mais qui en fait est une synthèse d'une légende ou d'une fable. Donc, ce sont des fables qui font sur un livre une page et demie, parfois deux. J'essaye d'en synthétiser l'essence par des poèmes qui sont faciles à transmettre, en jouant sur la rime pour faciliter la mémorisation. Un deuxième exemple, salutaire réflexe écologique. Pour remédier à la dégradation de l'immuable fil des générations, nous avons une responsabilité. Nos parents ont une responsabilité vis-à-vis de nous, nous vis-à-vis de nos enfants et des générations futures. Il faut entretenir et accroître la verdure. Cela vivifie le cadre de vie, notre mère nature. Alors, le troisième, j'en ai sélectionné 4 sur cette thématique-là. Veiller à respecter les forces de la nature. N'est-ce pas une sage et salutaire posture? Des humains, la création mérite le respect. Nous devons respect à la nature, contrairement à notre posture dévastatrice, où on est toujours là pour du profit, on détruit la nature et après nous vivons le réchauffement climatique, etc. Dans la nature, mieux vaut agir en connaisseur et ne pas se comporter en malsain démolisseur. C'est ainsi que le respectueux et bon agriculteur gagnera la bienveillance des génies protecteurs. Et la morale vient à la fin. Pour mettre à l'abri ta descendance des affres de fâcheuses conséquences, à la mère nature, évite de causer des nuisances. Et le dernier, dans ce sous-chapitre environnemental, de fissure en cassure. Ne traite pas une fissure, même infime, avec négligence. Car, ami, si tu n'y remédies pas avec diligence, tu en subiras les fâcheuses conséquences. Il faut veiller à entretenir ton environnement pour garantir les conditions de ton épanouissement. Donc, la nature et l'homme sont en relation intime. Et il faut, la sagesse d'Ifa nous recommande d'éviter cette posture dominatrice, dévastatrice, prédatrice, et de maintenir l'harmonie. Maintenant, nous allons attaquer le deuxième thème, le leadership. Ça, ce sont des messages aux leaders, aux gouvernants. Et je vous laisserai méditer sur leur pertinence, parfois avec des résonances dans l'actualité. Us, coutumes et environnement. Alors, celui-ci est en lien avec le chapitre précédent. Le bon roi perspicace est celui qui sait prêter attention aux usages les plus insignifiants comme aux traditions. S'il n'observe pas les gens, les coutumes et l'environnement, comment parviendra-t-il à régner sans péril et durablement? On continue. Vanité ou humilité? Quand un roi se comporte en dictateur, infligeant au peuple peines et malheurs,
Pour lui rappeler les limites de sa grandeur, un être insignifiant peut émerger en libérateur. Alors, je me permets de faire une petite allusion à l'actualité française avec la secousse qu'ont provoqué les Gilets jaunes dans la société française ces dernières années. Ce sont des gens insignifiants qui ont remis en cause l'establishment. Je pense que cette sagesse l'illustre assez bien. La vie n'étant en réalité que relativité aléatoire, aîné, chef ou roi, ta domination n'est qu'illusoire. N'est-ce pas Dieu qui détient la puissance et la gloire? Et le dernier, les contraintes du leadership. Si mener les hommes interdit toute négligence, tout meneur devrait exhiber mesure et vigilance. Tout leader est soumis à des vertus et exigences. Au roi, magnanimité, générosité et tempérance. Quant aux conseillers, loyauté et non-complaisance. Sinon, d'imparables sanctions menacent leur existence. La responsabilité des leaders est en cause et la responsabilité de leurs conseillers. Soyez sincères, rapportez aux dirigeants les préoccupations du peuple. Sinon, vous coupez le dirigeant du peuple et ça crée des clashs et des tensions sociales. Nous allons aborder, nous sommes toujours sur le thème du leadership. Si tu n'inspires pas le respect et l'admiration et que tu viens apprendre les rênes d'une nation, ne la conduiras-tu pas tôt ou tard à la désolation? La loi du mérite. Obstinément muré dans son ego, le roi ou le président ou le chef, le maire, etc., le roi qui s'entoure de serviteurs idiots ne serait-il pas lui-même un véritable sot? Si ses fils s'avéraient arrogants et paresseux, les fils, entendez, les conseillers, les collaborateurs, l'aboutissement n'en serait que plus désastreux. Nous allons aborder maintenant le troisième sous-thème. Ah non, je me trompe, j'en avais sélectionné 6 sur le leadership. Donc nous sommes toujours sur le leadership. Le principe de l'alternance démocratique est dans la tradition ancestrale. L'alternance et l'altruisme assurent la paix. Préserver la paix exige de gouverner par équitable rotation pour éviter de vaines discordes et de nuisibles frictions. Et il faut distinguer la mission communautaire visant à servir le peuple, des attributs qui poussent à jouir, se pervertir et faillir. Et enfin, combattre la discorde, le rôle de modérateur que doit jouer le leader. Tempérer, pas de parti pris, veiller à la concorde. Il n'a vraiment pas son pareil, le bon roi averti qui, vigilant, veille sur la cohésion des amis et des familles pour que maladie et discorde ne les éparpillent. Et voilà le troisième sous-thème, l'éthique familiale. Alors là, pour vous montrer la manière dont je travaille pour produire les poèmes, là je vous ai proposé le texte complet, toute la littérature, mais que je restylise avec ma plume de petit poète. Alors, dans le livre source dont je m'inspire, c'est en prose. Et là, je m'amuse à faire l'introduction rimée, la conclusion rimée, et c'est seulement la légende elle-même que je laisse en prose, mais que je réduis pour faciliter la mémorisation, parce que ce sont des supports pour des exercices pédagogiques que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc voilà. Le bonheur est une grâce bien fragile qu'il faut protéger tel un précieux fil. Vivez sainement, loyalement et ayez bon cœur. Je franchirai la porte pour assurer votre bonheur. Donc, imaginez, pendant les vacances, pour occuper des gosses, vous les regroupez par groupe de 3. Il y en a un qui joue le rôle du sage. C'est lui qui dit cette sentence introductive. Et c'est lui qui reviendra à la fin dire le proverbe conclusif. Donc, le sage apprend 6 lignes. Ensuite, le conteur, celui qui vient animer la galerie, raconte l'histoire. Le bonheur s'adresse ainsi aux humains. Il faut évacuer d'une maison la mort et la maladie, les querelles et la misère pour que je puisse m'y établir, afin d'installer l'aisance, la bonne fortune et la prospérité. Toutefois, si j'installe ces grâces, pour en jouir durablement, il vous faut veiller à maintenir les conditions de leur pérennité. Il faut que vous preniez part au bonheur. Le bonheur vous apporte des grâces, mais il faut que vous mettiez du vôtre.
Entretenez des relations de compassion et de solidarité, d'hygiène et de loyauté. Et le sage revient pour conclure. Si de façon impeccable on se comporte, le bonheur annoncé franchira la porte. Et le troisième acteur, qui est le troubadour, vient slammer le poème par lequel je synthétise. Voilà. Et vous me direz si je suis resté fidèle à l'esprit et à la lettre du texte précédent. Le salut par la compassion, l'éthique et l'hygiène. Pour que dans la maison la prospérité vienne, veillez à en évacuer misère, maladie et haine. Et pour que longtemps elle s'y maintienne, cultivez la compassion, l'éthique et l'hygiène. Voilà, donc ça c'est un petit peu la compression de ce que vous avez eu avant. Donc 3 acteurs. Le premier, le sage, il apprend 6 lignes. Le deuxième, le conteur, 8 lignes. Et puis le dernier, le troubadour, il vient slammer 4 vers. J'ai fait ce test avec mes filles, qui aujourd'hui ont 31 et 33 ans, mais il y a une dizaine d'années, elles étaient adolescentes. Et j'ai fait faire l'exercice à l'occasion d'un goûter d'anniversaire. Les enfants ont adoré l'exercice et m'en ont redemandé. Je l'ai fait également avec les étudiants d'une école de théâtre. Et inconsciemment, chacun croit avoir appris un petit bout du texte, mais il doit savoir à quel moment l'autre finit avant d'entrer en scène, et donc ils apprennent tout le texte. Mais si vous leur demandez d'apprendre tout le texte, « Ah, papa, j'ai des devoirs », enfin, ça leur demande un effort. Mais en fait, ils le font en s'amusant. Donc, je propose des supports éducatifs, disons ludo-éducatifs. Alors, pour le moment, sur les 256 enseignements, j'en ai composé 64, le quart, sous forme de quartiers littéraires. J'appelle ça des quartiers littéraires puisqu'il y a 4 éléments. L'aphorisme introductif. Voilà. L'aphorisme introductif, la fable et le proverbe conclusif. Donc 1, 2, 3 éléments. Et enfin, le 4e et dernier, le poème illustratif. Donc j'ai fait le quart du répertoire sous cette forme et j'ai fait les 256 sous forme de poèmes. Je continue le chantier des quartiers littéraires pour donner des supports éducatifs. Donc on revient à des poèmes. C'était un exemple pour vous montrer la manière dont je fonctionne pour passer d'une légende à un poème. Compassion conjugale. La dualité de notre condition tenant de la femelle et du mâle, le Créateur a voulu que par l'union, le couple mixte l'incarne de façon idéale. Dieu nous a fait distincts et complémentaires, et c'est là où se trouve la mère qu'il a campé le Père. À quoi bon dominer l'autre, notre si précieux partenaire, en lui infligeant nos névroses pour le soumettre à l'enfer? Ne gagne-t-on pas à se traiter avec douceur et estime solidaire? Quand les jeunes se marient, ces 2 enseignements, celui-ci et le précédent, si on les éduquait à assimiler ces valeurs, ces balises cardinales, je suis sûr qu'on réduirait les taux de divorce d'un certain pourcentage. On continue. Donc là, c'est l'éthique du couple. Les 2 premiers que je viens de vous présenter, c'est l'éthique du couple. Maintenant, l'éthique de l'homme dans le couple. Séduction ou raison? Te sais-tu en redoutable péril, Adrien, quand pour plaire à tout prix tu fais le viril? Sous l'emprise aveuglante du désir, le mal n'oublie-t-il pas souvent de réfléchir? Messieurs, est-ce que ça ne nous parle pas? Alors, mesdames, votre tour arrive. Médisance ou conscience? Quand se plaît à roucouler la femelle du pigeon, est-ce pour médire ou pour fixer ses devoirs dans sa conscience? N'est-ce pas sur la mère que repose la paix et la joie de la maison? Toute femme doit le savoir, se le répéter et s'exercer à la patience. Je vous laisse méditer. Je ne ferai pas de commentaires. Passons au savoir-être, les valeurs de base du vivre ensemble. Là, je crois que j'en ai pris 6. Alors, cette sagesse ancestrale fait beaucoup de biomimétique. Elle s'inspire de l'observation de la nature pour tirer des règles de conduite. Et je pense qu'il y a un parallèle avec le travail de votre père, l'observation de la nature pour en tirer de l'inspiration et des pistes. Eh bien, nous avons 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher.
et qui sont représentés par des organes externes que nous voyons, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et les mains. Mais quand nous dormons, il y en a 4 qui dorment, sauf un. Le nez est l'infatigable travailleur. Parce que le jour où il s'arrête de travailler, c'est le tombeau. Eh bien, nos ancêtres ont pris exemple sur le nez pour enseigner effort et persévérance. Alors, quand je dirais le salut et le réconfort, parce que je sens que certains commencent à s'endormir, vous voudrez bien me répondre, sont au bout de l'effort. Vous êtes prêts? Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. De tous les organes servant les sens, le nez seul est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Eh bien, puisque notre destin est d'être travailleur, que persévérer ne nous fasse jamais peur, car c'est à l'épreuve salutaire du labeur qu'on accède au véritable bonheur. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Est-ce que ça ne fonctionne pas comme un psaume avec le refrain? Voilà. Les psaumes se sont inspirés de cette sagesse-là, parce qu'elle est antérieure à toutes les religions de l'Écriture, 6000 ans en amont. On continue avec « Connais-tu le coût de la malveillance ?» Alors, pour enseigner la bienveillance, cette sagesse indique les travers de la malveillance. Les plus beaux tours... Alors là, quand je dirais « duperie et nuisance doivent nous repousser », vous me répondrez « ne les laisse effleurer tes pensées ». Donc, duperie et nuisance doivent te repousser. Les plus beaux tours de passe-passe conduisent toujours à une impasse et finalement nous embarrassent. Duperie et nuisance doivent te repousser. Ta conscience gardera l'acte louche. Le sommeil finira par déserter ta couche, permettant à la maladie d'y prendre souche. Duperie et nuisance doivent te repousser. Ne laisse jamais effleurer tes pensées. Même les ruses commises avec art sont jugées le jour venu, tôt ou tard. Ici, aujourd'hui, ou demain, autre part. Duperie et nuisance doivent te repousser. Ne laisse jamais effleurer tes pensées. Ouais, nous sommes sur le rythme des psaumes, encore une fois. On continue. Solidaire fraternité. Cette sagesse nous recommande la solidarité et non les rapports de force et de domination. Si la bouche se nourrit de ce que le bras produit, est-ce donc un motif de conflit? Comme un corps, une famille ou une communauté doit se fonder sur l'interdépendance dans la diversité, mais aussi sur la complémentarité soutenue par la solidarité, qu'aucune querelle ne devrait longtemps agiter. Appesantissons-nous sur ce qui nous rassemble, c'est l'essentiel, au lieu de nous attarder sur les petites choses qui nous séparent. Voilà ce que nous recommande cette sagesse. Exerçons-nous à la maîtrise de soi. Évitons l'impulsivité, l'emportement. Sachons dominer ces nocives pulsions qui nous font dire et agir par humeur et réaction, car on peut banalement provoquer l'irréparable si notre attitude n'est pas juste et impeccable. On continue. Ah oui, alors j'ai mis une petite citation en bas. « Élève tes mots, pas ta voix, c'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. » Ce n'est pas de moi, hein. J'ai lu ça quelque part. Voilà. Et maintenant, alors, on nous a tous enseigné quand on était enfant qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est ce même principe qui est enseigné ici avec « Exerçons-nous à l'éthique de la parole ». La parole n'étant pas visqueuse comme la bave, si tu l'avales, ce n'est absolument pas grave. Mais quand elle est dite, il faut être brave parce qu'il faut assumer les conséquences. Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, mieux vaut te taire que de causer des nuisances. Mais si par malveillance ou par inadvertance tu la craches, faisant de bien vilaines tâches, sais-tu ce que ainsi tu gâches?
mensonge, médisance, jalousie et calomnie, mieux vaut se taire que de cracher des vilainies. Voilà une façon plus lyrique de dire qu'il ne faut pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Et ça nous vient de 6000 ans avant, 4000 ans avant l'ère chrétienne. Alors là, voilà. Vous voyez deux images parallèles. Vous avez à droite la mère qui se transforme en écume, qui vient caresser les orteils d'une de mes nièces et de sa fille, et puis là, sa capacité de nuisance ici. En cas de tsunami, là, elle nous ramasse comme des cailloux et elle nous entraîne sur des centaines de mètres. Et c'est la fin de la vie, quoi. Donc, c'est ce contraste entre la puissance dévastatrice de la mer et sa douceur que nos ancêtres ont utilisé comme illustration poétique pour enseigner humilité, vertu des puissants. L'océan, fort de sa toute-puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité, te prouve qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Et la morale vient à la fin. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, homme ou femme, qui que tu sois, avec conscience, pratique l'équité, la justice. Voilà. Est-ce que ce n'est pas de beaux enseignements, ça? Est-ce que ça parle à l'Africain je suis ou ça parle à l'humain que nous sommes? Je crois que... Oui? Les questions, c'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. Laisse-moi dérouler. Je déroule maintenant. Voilà. Alors, nous avons navigué dans cette sagesse sur 4 grands thèmes. L'éthique environnementale, l'éthique du leadership, l'éthique familiale et maintenant le savoir-être. Et maintenant, je vais vous expliquer la logique binaire qui structure ce savoir multimillénaire et qui est une préfiguration de l'algèbre de Boole et de l'informatique. Nous allons le voir tout de suite. Le principe de base, alors retenez 2 choses. À la base de ce système de savoir, le principe de dualité et les 4 éléments de la nature. Eh bien, pour représenter l'échelle de la dualité qui ne comporte que 2 valeurs, le bien et le mal, le jour et la nuit, le mâle et la femelle, le yin et le yang, eh bien, nos ancêtres utilisaient le kauri, qui est un coquillage, et dont la face creuse est symbolisée par un trait simple, et la face convexe par 2 traits. C'est une convention. Comme une pièce de monnaie, si vous jetez une pièce de monnaie sur une table, c'est pile ou face, elle ne restera jamais sur la tranche. Mais le kauri, c'est pareil, c'est face creuse ou face convexe. Et donc, voilà le symbole de l'échelle de la dualité 1 ou 2. Et maintenant, cette échelle de la dualité est appliquée aux 4 éléments de la nature que toutes les civilisations humaines reconnaissent, la terre, l'eau, l'air et le feu. Eh bien, si vous appliquez les 2 valeurs de l'échelle de la dualité aux 4 éléments de la nature, 2 puissance 4 égale 16, vous avez 16 combinaisons. Et voilà un tableau qui permet d'en comprendre la structuration. Donc, imaginez qu'on ait terre, eau, air et feu. Et donc 16 immeubles de 3 étages, rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième. Et on peut y loger, il y a un appartement à chaque étage, on peut y loger ou un célibataire ou un couple. Eh bien, à l'extrême gauche, sans arrière-pensée politique, on va loger 4 célibataires et en allant vers le centre, on va introduire un puis 2 couples. Donc ici, on a 4 célibataires et à partir de l'immeuble 2, on va introduire un couple. On a 4 possibilités d'avoir un couple et 3 célibataires, c'est que le couple soit au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, et quand on a fini de monter, qu'on a atteint le sommet, nous avons épuisé les 4 combinaisons de un couple et 3 célibataires. Donc par convention, on est parti du bas pour aller vers le haut, on revient vers le bas et on introduit 2 couples, rez-de-chaussée premier, rez-de-chaussée deuxième, rez-de-chaussée troisième. Et puisque nous sommes dans un système binaire, nous avons les 8 premières combinaisons, et les 8 autres combinaisons découleront de la même logique que j'ai appliquée de la gauche vers le centre. Sauf que de la droite vers le centre, je vais d'abord commencer par 4 couples et je vais introduire un célibataire. 4 possibilités d'avoir un célibataire et 3 couples, c'est que le célibataire soit au rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. L'immeuble suivant, rez-de-chaussée premier, rez-de-chaussée deuxième, rez-de-chaussée troisième. Voilà la structuration logique de ces combinaisons de 1, 2 par série de 4. Donc 1, 2, bien mal, les 4 éléments de la nature, terre, eau, air et feu. Ça, j'ai emprunté ce tableau à
un compatriote musicologue, qui a développé des gammes musicales à partir de ces schémas-là, en utilisant, alors je ne sais pas comment on dit en musique. Oui, la fondamentale et les. Voilà. Enfin, c'est des intervalles, Ouais. un ou deux. Bon, mais Non, les intervalles. voilà, ton et demi-ton. Pleine. Voilà. Donc, lui, il représente le ton par deux traits et le demi-ton par un trait. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce travail, parce que je ne comprends rien à la musique, que je ne sais pas lire, c'est que ça permet d'expliquer la structuration de cet alphabet de 16 pictogrammes, dont je vais vous montrer maintenant les dénominations dans la tradition du Fa. Donc, ils sont structurés par paires, et vous allez voir comment l'un découle de l'autre. Sur les 4 premiers, là c'est l'architecte que je suis qui parle, je me suis aperçu qu'il présentait une très forte stabilité graphique. Si vous retournez chacun tête en bas, vous retrouvez la même figure. Du 1 au 4, ça fonctionne comme ça. Et maintenant, ils se déduisent l'un de l'autre par le principe de permutation de signes. Ici, j'ai 4 célibataires. Si je les remplace par des couples, j'obtiens ceci. Ici, j'ai les couples en haut et en bas et les célibataires au milieu. Si je permute, les célibataires se retrouvent en haut et en bas et les couples au milieu. Maintenant, le principe de symétrie qui lie les 12 autres signes deux par deux, c'est le retournement tête en bas. Vous voyez ici, j'ai les célibataires en haut, les couples en bas. Si je fais l'inverse, boum, les couples se retrouvent en haut, les célibataires en bas. Pareil ici, 3 couples en bas, le célibataire en haut. Voilà. Donc ça, c'est mon observation graphique qui m'a permis de comprendre qu'ils fonctionnaient par paires et que l'un se déduisait de l'autre par un principe de symétrie. Donc moi, pour la mémorisation, j'ai mémorisé les 8 impairs et je déduis les 8 paires en appliquant le principe de symétrie et ça vient automatiquement. Donc j'économise ma mémoire en mémorisant 8, mais en fait j'ai mémorisé les 16. Et maintenant je me suis amusé à vous montrer ce drapeau. Qui peut me dire de quel pays c'est le drapeau? La Corée du Sud. Alors regardez le cousinage entre les trigrammes qui sont aux 4... Alors chez les Asiatiques, dans la tradition du Yiking, ceci symbolise le principe de la dualité. C'est l'équivalent du Kori. Et les 4 trigrammes qui sont au coin symbolisent les 4 éléments de la nature. Donc, vous voyez le parallélisme entre les deux traditions. Et regardez ici, 3 fois le trait simple, 4 fois le trait simple. Là-bas, ce sont des trigrammes, ici, ce sont des quadrigrammes. Ici, 3 fois le trait double, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, 4 fois le trait double. Ici, trait double en haut et trait simple au milieu. Trait double en haut, trait simple au milieu. Et là-bas, trait simple en haut, trait double au milieu. Donc, dans la tradition asiatique, 2 puissance 3 donne 8 trigrammes, ou là où le Fa a 2 puissance 4, 16 quadrigrammes. Et quand on les associe 2 par 2, 8 fois 8, 64. Ici, 16 fois 16, 256. C'est exactement la valeur d'un octet. Sauf que la logique binaire n'a été théorisée en mathématiques qu'au milieu du 19e siècle, vers 1852-1853, par l'algèbre de Boole. Mais 6000 ans avant, les Africains jouaient avec le binaire. Mais ils ne le savent même pas parce qu'on leur a effacé la mémoire par la colonisation et les religions importées. Donc nous avons deux valeurs, les deux valeurs de l'échelle de la dualité, appliquées aux 4 éléments de la nature qui génèrent un alphabet de 16 pictogrammes, quadrigrammes, et l'écriture de cette tradition associe les lettres 2 par 2. 16 fois 16, 256. Donc c'est 256 mots-clés qui sont générés par cet alphabet. Il n'y a pas dans la tradition du Fa des mots de 3 pictogrammes. C'est 2. Et l'instrument, j'ai simplement oublié en partant de Paris de prendre le chapelet de divination, tel qu'on l'appelle. J'en ai un, mais je l'ai laissé dans mon cartable, sinon je vous l'aurais montré. Mais il est représenté symboliquement par le graphique qui est en bas à gauche. Ce sont des demi-coques de noix qui fonctionnent un peu comme le Kori, face creuse, face convexe. Et donc ce sont des cordelettes végétales qui en relient 8, 4 par 4. Et les praticiens le tiennent par le milieu pour isoler 2 branches de 4. Et chaque fois qu'ils le jettent sur un support rigide, chaque
série des 4 demi-coques de noix affiche un des 16 pictogrammes. Ouvert, c'est 1, recouvert, c'est 2. Donc ici, on a 1, 1, 2, 1. Ici, on a 2, 2, 1, 2. Eh bien là, la configuration que j'ai demandé à mon graphiste de mettre sur ce graphique, correspond à la date où nous sommes. Nous sommes le 13 décembre, 13e jour du 12e mois. Si on prend le binôme jour-mois, eh bien dans l'alphabet du Fa, alors je vais remonter pour que vous voyez. Donc ici c'est 1, 1, 2, 1. 2, 2, 1, 2. Vous allez voir sur le tableau. Voilà. Regardez. Le 13, c'était 1, 1, 2, 1. Et le 12, 2, 2, 1, 2. Donc, la configuration que j'ai mise là correspond à la date où nous sommes. Et j'en profite justement pour retourner à la sagesse par approche numérologique. Tout à l'heure, nous avons parcouru la sagesse par approche thématique. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, nous allons revisiter la sagesse par approche numérologique à partir de la date de ce jour. Et à partir de la date de naissance de chacun, vous pouvez trouver la sagesse correspondante. On n'a pas le temps de faire l'exercice ici, mais je l'ai fait sur un groupe d'une vingtaine d'amis. À 80%, ça fonctionne comme un horoscope. Ça parle à chacun comme son horoscope. Moi, le premier. C'est quand j'ai vu, je suis né le 14 février, j'ai regardé le poème qui correspondait à ma date de naissance, ça me parlait, ça me décrivait ma vie. Je me suis dit, tiens, est-ce une coïncidence? Et donc, j'ai fait un petit sondage intuitif. À 80%, ça marche. Alors voilà la sagesse correspondant à la date de notre rencontre. C'est la sagesse de l'été troupin, combinaison 13-12. Perspicacité, persévérance et prière. Malgré vos efforts, louables et généreux, si vos actions n'aboutissent à rien d'heureux, œuvrez donc plutôt avec perspicacité et vaillance. Actions de grâce et prière rétabliront vos chances. Voilà ce que nous dit la sagesse d'aujourd'hui. Et j'en finirai avec cette dernière diapo où je voudrais m'assurer que vous avez retenu de ce que je vous ai présenté, ce que j'ai partagé avec vous. Est-ce que vous avez retenu la logique tripolaire du système? C'était le premier chapitre. Est-ce que quand nous avons navigué dans cette sagesse, vous en avez mesuré la portée éducative et universelle? Et enfin, est-ce que vous êtes convaincu que la logique binaire de cette tradition est bien une préfiguration de l'algèbre de Boole et de l'informatique? Si vous en êtes convaincu, mission accomplie pour moi. Est-ce que le message est passé? Je ne vous entends pas. C'est super, en plus c'est très timé, j'ai même pas eu à dire qu'il restait. Voilà, et là, alors, les deux poèmes de conclusion, alors, je m'amuse parce que au niveau graphique, je compose selon mon inspiration et puis ça prend des formes. Vous voyez, ici, c'est un triangle renversé et là, et ça faisait une belle harmonie. Voilà la question que je pose à mes compatriotes au Bénin. Se détourner de ce savoir, n'est-ce pas un scandale? Au cœur de nos traditions ancestrales, n'y a-t-il pas un formidable arsenal pour notre réarmement mental et notre redressement moral? Nous avons matière à nous redresser. Et je les invite donc à un examen de conscience. Quand on a été déboussolé par acculturation, singerie et reniement sont une seconde nature. Peut-on remédier à cette pernicieuse extraversion en se privant de la source salutaire qu'est notre culture? Nous avons intérêt à les puiser dans nos traditions parce que nous y avons de véritables trésors. Et je finis en vous informant que ce savoir a été reconnu par l'UNESCO et inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc la communauté scientifique internationale reconnaît que c'est un patrimoine de l'humanité. Merci à Adrien de m'avoir permis de partager ce savoir avec vous. Est-ce que j'ai débordé? Même pas, il reste une minute. Bon, alors j'ai tenu dans les temps. Pour remplir la minute. Alors je suis à votre disposition si vous avez des contributions à apporter, des questions. Excusez-moi, la slide précédente du jour. Voilà, mais désolé.
Vous pouvez photographier hein, si ça vous S'il y a intéresse. des personnes qui doivent partir. Alors j'ai bien envie de demander à M. Ténez ce que ça lui inspire et en quoi il voit la proximité avec l'univers de son père, de l'œuvre de son père. La sagesse, c'est pour ancestral. Déjà, ça, c'est sûr. Je fais un parallèle avec l'hindouisme sur les sens, par exemple. J'étais surpris du sens du nez qui fonctionne sans arrêt, parce que c'est pas du tout. On respire, mais c'est pas uniquement par le nez. Donc on parle pas comme ça dans des sens, en fait, dans la culture orientale. Il y a 5 sens et aussi 5 sens intérieurs. Dans les 5 sens, il y a aussi un sens qui coordonne le tout. Je goûte un vin. Je le sens, je le palpe, j'ai des bulles, je le bois aussi, etc. Ça va beaucoup plus loin la culture des sens, en fait, je dirais. Disons que là, ce sont les sens au niveau primaire, quoi. Après, tout ce qui est sur la nature, ben oui, moi j'ai un concept derrière, c'est effectivement quand vous regardez vraiment la nature et que vous plongez dans la nature, on s'est éloigné de la nature. Donc là, il y a tout un courant actuellement, on est à un retour vers la nature. On a fait une exposition extraordinaire au Licel de Marseille en ce moment sur le naturisme qui avait lieu dans les années 30, etc., où les gens prenaient des bains de soleil, des bains d'air, etc., se mettaient, voilà, on ne va pas casser la glace pour se baigner dans le canal, il faut savoir. Donc lui, la nature, il était plongé dedans, il pêchait, il chassait, il braconnait, bien sûr, pour se nourrir aussi pendant l'hiver. Pendant la guerre, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été inspiré par la nature, qui a planté plein d'arbres, etc. Et après, à chaque fois, d'un seul coup, je ne sais pas si vous avez vu les boules de couleur là-bas. Les boules de couleur, c'est juste, il est passé 30 ans devant ces arbres qui sont avec des boules de gui l'hiver. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il s'est dit, ça c'est un tableau, quoi. Il suffit d'enlever les branches, d'enlever les arbres, juste les boules et de les coloriser. Et voilà, ça fait un tableau. C'est parce que vous êtes passé 30 fois au même endroit, devant des événements qui ne vous ont pas touché. Mais Calder a fait la même chose pour trouver ces petites astuces de Calder, le sculpteur qui a des mobiles extraordinaires. Il a pensé à un truc que tout le monde voyait, mais que personne n'avait utilisé, et pour faire des mobiles extraordinaires. Et c'est ça la création. Et après, sur la nature, oui, je pense qu'on peut se plonger longtemps dans la nature et longtemps dans des textes sacrés, je dirais. On a des textes aussi, les Vendas, on a plein de textes aussi mythologiques qui ont amené le yoga, etc. Qui sont, on peut toujours, les Upanishads, relire ces textes, qui sont des petits aphorismes. Vous avez exactement cette culture-là. Et c'est bien d'avoir essayé de faire aussi votre... Je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout de l'aventure, vous avez dit, j'ai commencé par chercher des aphorismes, en fait, ou des choses... Et c'est ça qui m'a amené à rencontrer cette personne. Absolument. En fait. Mais est-ce que vous avez été au bout de votre aventure dans cette... Je suis sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Et, on est souvent sur le chemin. Au niveau le chemin des... est plus important. Absolument. On le sait aussi dans votre culture, je suis sûr. Au niveau des illustrations poétiques, j'ai bouclé le corpus des 256, mais au niveau des quartiers littéraires, je n'ai fait que le quart, donc j'ai de la matière à travailler. Je pensais que même avant d'avoir fait ça, d'avoir eu cette rencontre incroyable, vous aviez vraiment la sensation que votre mère, votre grand-mère avait participé à des choses incroyables et vous le recherchiez, ces textes, en fait, ces choses, ces dictons, quoi, en fait. Ces Absolument. dictons africains, etc. Et que des, je sais pas, même des journalistes sportifs utilisent, c'est extraordinaire, il y a des dictons africains qui me viennent à l'esprit. Ah oui, oui, Voilà, tout donc, à fait. très bien. Donc je comprends très bien cet esprit-là d'aller chercher les choses. Voilà, il faut comprendre, hein, ma grand-mère était guérisseuse. Son arrière-grand-mère soignait avec la lune, ce qui est une technique qui a totalement disparu. Ah oui, Mais, qui passerait pour du charlatanisme aujourd'hui. on la voyait avec des clous, on la voyait avec des orties, avec ce que vous voulez, avec le pendule, pour qu'elle votre nombre de glomérules rouges. Ah oui, donc J'ai vécu dans cette... 2 générations avant vous, Ouais, tout à fait. c'est pas si loin que ça. Elle est née en 1900, ma grand-mère. Ah oui. Elle est née en 1989, et je l'ai connue, bien sûr. Et c'est dommage. Pendant la guerre, donc très peu de femmes. Elle a ouvert un café, un bar. Elle emmenait bien sûr les gens. Elle leur faisait passer la ligne Maginot, comme on dit. Donc ouais, c'était déjà un personnage et qui a envoyé son fils faire des études à Paris, ce qui n'arrivait jamais dans un milieu populaire. On n'envoyait jamais son fils faire des études à Paris. Mon père a été à Paris entre 45 et 49. C'est là qu'il a découvert les grands peintres abstraits, en fait. Et ça, on ne comprend même pas comment c'est. D'un seul coup, il y a des gens qui disent, tiens, je vais envoyer mon fils à Paris, plutôt pour faire de la médecine, hein, parce que quand on est guérisseuse, on veut que son fils fasse de la médecine. Soit dans la même ligne. C'est pas le chemin qu'il a suivi du tout, mais voilà, c'est une vraie histoire, effectivement, comme dit ancestral. Ouais. Je pense que ce que vous a raconté votre mère et votre grand-mère, ça vous a Ça a été absolument. ensemencé le mental, nous.
Et voilà. Complètement. C'est des graines semées et qui, à un moment ou à un autre, finissent par germer. Par des choses, voilà. Quand on rencontre la chance de rencontrer une personne incroyable, effectivement, je pense que ça, oui, ça vous a élevé. En tout cas, ma rencontre avec cette sagesse ancestrale a été un éblouissement et j'en ai fait le chantier de ma vie. Voilà ce qui m'a mené vers vous aujourd'hui et je continue sur ce chemin parce que je trouve que c'est une belle sagesse qu'on peut parfaitement utiliser comme source éducationnelle. Donc raison pour laquelle je l'illustre par des poèmes faciles à mémoriser et à transmettre. Vous poursuivez l'œuvre de la création de ces 1200 pages, parce que c'est ça, personne ne va les lire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, personne ne va les lire, mais par contre, absolument, poèmes, c'est beaucoup plus facile. Et la plupart de ceux qui... Alors j'en profite pour vous parler du livre que j'ai publié en 2019. La suite va apparaître bientôt. Quelques clés d'IFA, où vous avez l'essentiel de cette pédagogie. Je l'ai publié donc en 2019, il y a 5 ans. Ma pédagogie a beaucoup évolué. Je n'avais pas conçu les diagrammes tripolaires à l'époque. C'était un schéma un peu plus simple, mais vous avez l'essentiel de ces explications dans cet ouvrage. Ce sont les 6 derniers exemplaires qui me restent. Je suis parti du Bénin avec 50 exemplaires. 20 sont partis en Suisse. 24 récemment à Poitiers, le week-end dernier. Ce sont les 6 derniers, pour ceux que ça intéresserait. Et on les propose à 15 €. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. C'est pour le partage, c'est pas du commerce. Qui d'autre a... Oui, une question, c'est galère. Mais bon, une toute petite qui peut brancher sur quelque chose et du coup je vais partir sur cette direction. C'est juste que là en fait, si je regarde le tableau, en fait là on a d'abord le 12 et on a ensuite le 13 dans les symboles. Du coup, ça indique peut-être que le sens de la lecture est peut-être différent, donc ça me fait penser au sens du temps aussi, peut-être qu'il y a un rapport particulier au temps, surtout que les arts divinatoires sont ancrés dans le temps, dans la temporalité, en tout cas en Chine, c'est extrêmement important le moment, et on s'inscrit dans une temporalité parce qu'on s'inscrit quelque part par rapport à un ciel donné. Tout ça, c'est pris en jeu, enfin en compte. Ici, c'est pas spécialement nommé, je ne sais pas comment tous ces éléments viennent s'intégrer dans tout ça, comment les symboles viennent jouer leur partition, mais juste, je vais partir sur les trous de flûte, et voilà, du coup, je me demande pourquoi c'est déjà juste cette direction qui est différente. Alors ça, ce sont des conventions. Ok. Le Fa se lit de droite à gauche, donc là, le 13 est ici et le 12 est là. Mais si on prend l'inverse, c'est un autre enseignement qui va avec. Ça, c'est au niveau de la structuration de la littérature. Maintenant, dans la pratique divinatoire où interviennent le passé, le présent et l'avenir, nous sommes surdéterminés par notre passé. Eh bien, si vous allez chez un devin pour faire une consultation, vous posez une question à cette heure-ci, vous revenez demain à 7 heures, vous posez la même question, vous n'aurez pas nécessairement la même réponse parce que la configuration cosmique a changé. Donc, il faut faire l'expérience pour voir comment le temps intervient. La même question posée à trois moments différents, vous pouvez avoir un fil conducteur, mais ça ne sera pas forcément 3 fois la même réponse. C'est comme si vous prenez votre tension maintenant, vous la prenez dans 2 heures, vous la prenez de même au réveil, ce ne sera pas la même valeur. C'est la même personne, mais ce ne seront pas les mêmes valeurs parce que tout est en mouvement. Donc c'est là qu'intervient le temps. Quand vous allez à la consultation divinatoire, la question que vous posez, à l'instant où vous la posez, vous avez une réponse correspondante. Mais quelque temps après, quelque temps avant, c'est pas forcément la même chose. C'est tous les arts divinatoires effectivement qui fonctionnent sur ce changement. Voilà. Et je me demande, et en fait, il le justifie beaucoup avec un regard vers le ciel en Chine. En Occident, on le justifie encore autrement, c'est très basé sur les modèles symboliques indiens d'ailleurs, qui remontent à quelques dizaines de milliers d'années. Et ici, voilà, on n'a que 45 minutes. Bon, on n'a pas le temps de creuser quel est le référentiel symbolique dans lequel ces éléments de réponse viennent, on va dire, émergent. Et aussi, moi je pense à une chose, 256 éléments. D'ailleurs, Viking, en fait, c'est 64 par 64, parce qu'on a l'hexagramme de base et on a l'hexagramme, comment on l'appelle, celui qui change, il tend vers un autre, en fait. Et c'est la combinaison des deux qui donne le vrai résultat. Okay. Et donc, avec 256 éléments, ça fait beaucoup.
Je pense aux degrés sabiens en astrologie, qui sont une subdivision du ciel en 360 degrés différents, qui sont chacun associés à quelque chose. Alors, il y a plein de systèmes différents, mais c'est toujours des médiums, je devrais presque dire des médias, qui vont traduire les perceptions intuitives qu'ils vont avoir de chacun des degrés, et vont donner des précisions extrêmement fines, extrêmement pertinentes, je trouve, sur des placements en lien avec le ciel. Et donc je me demande, est-ce que du coup, d'où vient en fait le texte qui est associé à ces chiffres strictement intuitifs, j'imagine, mais je me pose des questions parce que je ne veux pas partir sur des présupposés très occidentaux que j'ai. C'est rigoureusement codifié depuis des millénaires. Voilà, mais alors... Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous allez à la consultation, vous posez, et généralement on ne verbalise même pas, on interroge silencieusement l'oracle. Le devin vous donne des objets symboliques sur lesquels vous posez votre question, mentalement, et lui, il recueille. En fait, ces objets captent votre fréquence. Chacun de nous vibre à une fréquence donnée. Il capte la fréquence et lui a la capacité de se connecter verticalement à l'esprit divin. Donc, il signale que... Rappelle-moi ton prénom. Florian. Alors, Florian est venu poser un problème que je n'ai pas entendu, mais toi qui sondes les reins et les cœurs, tu as capté sa préoccupation. Consacre-moi, consacre mes instruments pour que mes gestes éclairent Florian par rapport à sa question. Et quand tu fais l'expérience et que tu entends, tu vois le signe qui apparaît, la légende, elle te parle. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai commencé à étudier cette science dans le livre en 2009. Et jusqu'en 2011, j'étais dans la partie théorique. Et en 2011, je demande à mon mentor, l'auteur, « Tonton, je veux voir comment ça se passe concrètement, parce que quand vous parlez de consultation, là, je suis bleu, je veux voir. » Et il me prend rendez-vous avec un maître devin, celui qui l'a documenté pour faire son livre. Et j'arrive, moi, je venais en curieux, je voulais juste voir comment ça se passait, donc mes oreilles, mes yeux fonctionnaient comme des caméras. Et la question prétexte que j'ai posée, c'est « Est-ce que ça vaut le coup de continuer mes recherches ou pas ?» Et donc le devin, il n'entend pas ma question, donc on met une certaine somme d'argent pour rétribuer l'expertise qu'on sollicite. Et donc, il commence son protocole, mais pendant 5 minutes, je me dis, mais il se fout de ma gueule, il me fait perdre du temps. Mais en fait, non, il se connecte et il se consacre. Et la réponse qu'il me donne est la suivante. On est en 2011. Je suis séparé de mon épouse depuis 2007. Ça fait 4 ans que je suis séparé d'elle. Et donc, il me dit, l'augure est favorable. Quelle que soit la question que tu as posée, vas-y, c'est bon. L'horizon est positif. Mais, et là il me fixe, mais droit dans les yeux. Et il me dit, mais ton épouse et toi, vous êtes séparés ou divorcés, c'est pas bon du tout pour vous. Et il me raconte la légende. La légende associée à l'idéogramme qui est apparu parle d'un paysan. Imaginez que cette pièce est un champ d'1 hectare, que je suis un paysan, je dois la cultiver pour nourrir ma famille. Imaginez que ça c'est le manche de Mahou, et ça c'est la lame. Le manche est ici, la lame est à l'autre bout. C'est ma femme et moi. Symboliquement, je me suis reconnu. Donc, moi qui étais venu en chercheur, mais j'étais totalement désarmé parce que l'oracle me parle de ma vie et me dit, c'est bon, vas-y, dans la direction que tu as choisie est bonne, mais va faire le ménage chez toi. Waouh! Pour un premier contact, là, je suis scotché. Et par la suite, j'ai fait d'autres consultations et j'ai conduit des gens à faire des consultations, mais ça parle, c'est avec une perte. Et des textes qui sont là, codifiés, structurés. Mais c'est le logiciel central divin qui, chaque fois qu'une question est posée, brrr, tac, voilà ce qui répond à Florian, brrr, tac, voilà ce qui répond à Adrien, ainsi de suite. Est-ce que c'était une erreur de quitter votre femme? Alors, figurez-vous que ce jour-là, j'ai accompli un devoir d'obéissance. Je n'avais pas prévu d'aller tendre la main de la réconciliation à ma femme, mais sorti de chez lui, j'ai demandé au taximan qui devait me déposer chez moi initialement. J'ai dit, allez, quartier Jacques à Cotonou, où résidaient ma femme et mes filles. Et je lui ai raconté ce que j'ai vécu. Écoute, je ne me sens pas la force, parce que ce n'est pas un homme qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé à travers l'homme. Et j'ai peur de désobéir à Dieu. Donc je suis venu te tendre la main. Malheureusement, ça n'a pas prospéré, mais j'ai accompli mon devoir d'obéissance ce jour-là, illico presto. Ce n'était pas prévu le matin. Voilà mon premier contact avec l'oracle. Mais c'est quand on a expérimenté, quand tu es venu soumettre toi-même une préoccupation intime et que tu as la réponse qui te parle, qui t'oriente, tu te dis,
C'est bluffant ce truc-là. C'est bluffant. N'est-ce pas, Adrien? Vous savez encore la combinaison de chiffres qui est associée à l'histoire qui vous a répondu, qui vous a donné. Oui, oui, j'ai même le poème en tête. Ok, ouais. Le manche de la houe est sans âme s'il est dépourvu d'une bonne lame. Mais il faut pour un bon emboîtement quelques efforts d'ajustement. C'est ça qui n'a pas fonctionné. Le bois avait peut-être trop gonflé, la lame avait trop rouillé, ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Voilà. Mais ça parle. Donc, tu vois, un texte qui existe depuis toujours, qui correspond à cette combinaison, et quand je viens poser ma question, bing, c'est ça qui me répond. Et ça me parle. Et c'est quand on a expérimenté qu'on peut mesurer la précision et la pertinence de cette science divinatoire. Le scientifique dirait, je suis né le 17, comme on fait. Alors, justement, pour ceux dont la date dépasse 16, approche numérologique, j'additionne 1 plus 7 égale 8. Donc 17, 12, ça revient à 8, 12. Et quand je procède comme ça, dans 80% des cas, ça parle comme un horoscope. Bon, j'ai juste observé intuitivement, mais c'est une science qui... Alors, il faut que je vous raconte une chose. Avant d'aller en Suisse, au mois de novembre dernier, j'étais invité à un festival au Togo voisin. Le Bénin est un pays en forme de couloir. Donc, à l'ouest du Bénin, il y a le Togo. Et la première ville frontalière au Togo, c'est Aného, qui organise depuis 2022 un festival, le FIHA, Festival international d'histoire d'Aného. À la première édition en 2022, le maire qui me suit sur les réseaux sociaux, comme certains d'entre vous, m'a invité à faire une conférence. Ça a été le plus grand succès du festival, salle comble. Et donc chaque année, il m'invite. Première année, je fais une conférence. Deuxième année, je suis venu jouer le spectacle parce que j'ai créé un spectacle de théâtre-conférence dans lequel je joue le rôle du narrateur pédagogue. Et il y a un conteur, un slameur. Donc, dans un divertissement, je glisse le même enseignement. Et c'est plus agréable, surtout quand on s'adresse à un public d'adolescents ou de jeunes. Et donc, la deuxième année, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même conférence. Je lui ai proposé le spectacle. Cette année, son comité d'organisation me contacte. Le maire a demandé de vous solliciter. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je dis, bon, l'année dernière, j'ai fait la conférence. Maintenant, l'année suivante, c'était le spectacle. Alors là, j'ai associé 2 chercheurs qui ont lu mon livre. Il y en a un qui est mathématicien, qui est togolais, et qui a fait des recherches qui lui ont permis de démontrer que la logique binaire de cette science, comme le Yiking, permet d'aller jusqu'au calcul infinitésimal. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas très fort en maths. Mais pendant 30 minutes, il a fait des démonstrations qui montraient que le calcul infinitésimal, même certains travaux de Einstein, étaient basés sur cette logique binaire-là. Ça, c'est le mathématicien. Il y a un économiste qui est bénino-sénégalais. Il est de père béninois et de mère sénégalaise. Et lui, il a choisi de s'installer au Sénégal. Il enseigne à l'université Gaston Berger de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Et donc, il m'a entendu dire que le FA, c'est l'encyclopédie de la condition humaine, puisque, quelle que soit votre préoccupation, vous allez à la consultation, c'est une des 256 sagesses qui vous indique le chemin du salut. Donc moi, je me suis dit, mais c'est fou, ça, la condition humaine est réunie dans cette affaire. Et il s'est dit, et si je dérivais des figures fractales à partir des idéogrammes? Bon, il considère que 1, c'est une hausse, 2, c'est une baisse. Donc, si on lit de haut en bas à chaque fois, là, il aura hausse, hausse, baisse, hausse, ensuite baisse, baisse, hausse, baisse. Vous voyez? Et donc, il a déterminé sur un tableau de 16 lignes et 16 colonnes les 256 figures fractales dérivées des signes du Fa. Eh bien, il s'est amusé à scanner le CAC 40, le Nasdaq. Il retrouve l'équivalent. Par un principe, alors je ne peux pas vous le décliner complètement, mais il appelle ça le principe d'auto-affinité et d'auto-similarité. Quand vous prenez une courbe, quelle que soit sa forme, vous pouvez la résumer, vous retrouvez son allure générale dans l'une des 256. Donc la prochaine étape de sa recherche, c'est est-ce que les préceptes associés à cette figure-là ne peuvent pas orienter les courtiers en bourse? Je vends ou je garde?
C'est la deuxième phase de sa recherche. Mais la première phase, c'est qu'il a établi que les 256 figures fractales dérivées du Fa, donc il a appelé sa thèse Fa, fractal et finance. C'est bluffant. Moi, je n'imaginais pas que cette science-là pouvait avoir des applications en économie et même en prévision boursière. Donc moi, j'invite tous les chercheurs à venir voir ce qu'ils peuvent tirer de cette science parce que c'est une source incroyable, quoi. Moi, je me contente de cette dimension éthique, éducative, pour proposer un matériau pour faire l'éducation morale des enfants et des adultes, parce que ça nous guide. Voilà. D'autres interventions? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous parle? J'ai très envie d'approfondir. Alors, bienvenue au Bénin. Avec plaisir. Je t'attends. Avec plaisir. C'est quand même principalement basé sur la bienveillance et le cœur. C'est pas seulement l'intellect. C'est le vivre ensemble. C'est vraiment, moi, chaque fois que je parcours ces sagesses, ces enseignements, j'y retrouve des clés du vivre ensemble. Jamais ces préceptes ne recommandent va taper sur ton voisin. Cherche l'harmonie. Oui, voilà. Et je trouve que ça vaudrait le coup d'en faire un matériau éducationnel. Les spécialistes des sciences de l'éducation devraient s'y pencher. Bon, moi, je mets le matériau à disposition. Voilà ce que ça a inspiré à un mathématicien, à un économiste. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Mais déjà, moi, je trouve que ça chante. Et je m'amuse à faire chanter cette sagesse-là, pour mieux la partager. Écouter musique, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Moi, j'ai vu un piano chez musicien, c'est mon métier. On va dire, Ok. j'ai vu un piano, j'ai vu les demi-tons et tout, ça parle. Je pense qu'il faut, Faut creuser. encore creuser. Voilà. Et ça me donne des idées. Alors, bienvenue au club. Exactement, il y a des choses à creuser. Vraiment. Bienvenue au club. C'est vrai que la dissonance vibratoire, tu l'aperçois de suite. Et quand tu es dans les gammes en musique, Complètement. C'est les émotions Tu de sais- toute façon. Hein. tu sais que t'es pas dans le ton, dans Ouais. le demi-ton qui va Absolument. Regarde les mots d'en faire. Après, on peut aller très très loin. bien. Mais Et c'est étonnant. on cherche ce côté jazz, il faut Est-ce chercher. que c'est une construction mentale Il y a des conventions aussi, parfois dans la musique. De toute façon, la musique interne, il y a beaucoup de conventions. Après, les gammes, On explique bien. ce qu'un Indien entend, ce qu'un Africain. Moi, je sais que personnellement, je joue deux fois des instruments traditionnels, on va dire. Parfois, je suis guitariste. Hein. Et mon bassiste, avec qui on jouait à l'époque, je jouais un instrument comme ça, par exemple, avec des cordes. Là, il me dit, bah, elle est fausse. Je dis, bah, elle est fausse par rapport à ton oreille, en fait. Pas par rapport au piano tempéré, on va dire, au bout de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le bécard ou le demi-ton arabe, comment est-ce qu'on peut voilà, expliquer ça? Et en tout cas, il s'est senti vraiment C'est ça. gêné, quoi, parce que pour lui, moi, je jouais très faux. Mais pourtant, dans ma culture, elle est vraie. C'est comme les pygmées, en fait, voilà, la musique pygmée. Après, on pourrait en discuter sur beaucoup de choses par rapport à ça. On n'arrive pas à... C'est pas parce qu'on n'entend pas certaines choses, en fait, que c'est pas vrai, quoi. Voilà. gros, En c'est fait, comme il faut éviter, Très dans ta culture. Hein. voilà, il faut éviter de juger l'autre selon ses repères à soi. Il faut entrer dans le référentiel de l'autre pour mieux comprendre ce qu'il exprime, ce qu'il dit. Je trouve que vous arrivez très bien à rendre ce référentiel compréhensible dans un référentiel extrêmement différent. J'y connais rien et ça me parle énormément. Enfin, donc ça, c'est vraiment réussi. Très accessible. Je profite de mon biculturalisme. J'ai quand même vécu 25 ans dans votre pays. Je parle votre langue, je la parle mieux que ma propre langue, parce que c'est la langue dans laquelle j'ai été éduqué, j'ai appris à penser, à concevoir. Mais alors, une confidence que je vais vous faire, je suis incapable d'expliquer comment vient l'inspiration pour produire ces poèmes. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'avais médité sur un des enseignements et en moins de 5 minutes, j'avais produit le poème. J'étais tellement content et excité que je l'ai partagé avec 3 amis. Et puis je suis allé m'installer à la bibliothèque de l'Institut français de Cotonou, qui était mon QG pour travailler. Et à un moment donné, je fais une mauvaise manipulation sur mon téléphone et j'efface toutes les données. Puis je me suis dit, bon, le poème que j'ai composé ce matin,
Il suffit que je relise le texte, je devrais pouvoir le reproduire. Je rentre à la maison à 18h, je reprends le livre source, je lis, les idées sont là, mais l'inspiration n'est pas au rendez-vous, j'arrive pas à enclencher les mots. Et là, au bout d'une demi-heure, je me mets à transpirer de panique. Et là, j'appelle les 2 des 3 amis en disant le poème que je t'ai envoyé ce matin, là, tu peux me le renvoyer, s'il te plaît? Quand il me le renvoie, ça a l'air facile. Mais j'étais plus capable de produire ce qui me semblait facile. C'est pour dire qu'il y a une dimension. L'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On va la solliciter. Des fois, elle est au rendez-vous, des fois, elle n'y est pas. Et depuis que j'ai pris conscience que j'étais un peu guidé, je suis devenu. Au début, j'étais fier de mon travail. Là, je suis devenu un peu plus humble. On t'aide. On t'aide, c'est pas ton talent seul qui est en jeu. Là. Tu reçois quelque chose. Et ça, je l'ai expérimenté. Il y a des fois, c'est la page blanche. Je vois, les mots sont là, mais pas moyen de les enchaîner. Puis à d'autres moments, vous voyez, j'écris selon mon inspiration, et puis je vois qu'il y a une forme. Alors, je parfais la forme en jouant, en choisissant les mots pour avoir la forme géométrique parfaite. C'est excitant de faire ça. C'est de la création. C'est de la pure création. Mais par la création, Voilà. la création, C'est- la flash créatif. Et vous n'avez pas détecté le moment où ça arrive. Mon papa, lui, il savait exactement le moment où ça arrive. Ah, Mais s'il ne notait pas tout de suite, c'était perdu. C'est-à-dire que lui, c'était dans la voiture à 70 km/h. C'est toujours à ce moment-là que ça faisait. eh bien, moi, ça m'arrive. Non, pas les yeux fermés. Et donc, il avait un papier obligatoirement. Et il notait les idées. Et quand on note pas les idées, elles disparaissent. Absolument. 5-6 idées, on dit ah, mais c'était quoi les 3-4 idées que j'ai? Et pour la Tout création, à fait. c'est fondamental. Donc j'ai des carnets complets d'annotations. Et lui, le flash créatif, il arrive à ce moment-là, le plus. Et il faut consigner. Ah, si tu le mets pas. Moi, je suis t'as capable perdu de ta phrase, je t'as suis perdu capable de me l'idée, réveiller à la 2 heures idée, du matin ou la rime, t'as perdu la rime. et de prendre mon téléphone pour consigner. Bien sûr. Ah ouais. Et De nous parler, quoi. c'est là qu'on prend conscience que ça ne dépend pas que de nous. Et est-ce qu'il y a des moments où ce flash créatif, je reviens sur ma première question, est-ce que tu as le moment où c'est à ce moment-là que ça se produit? Est-ce que toi, il y a des moments où tu dis, l'autre fois en 5 minutes, tac, j'ai fait, mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça, ou Ah des oui, rituels où ça se produit? Parce que c'est rarement à ta table de travail. oui. En fait, on va au rendez-vous, mais elle n'y est pas. Oui. Et donc, quand elle se présente, il faut la saisir. Et j'ai développé ce réflexe-là, donc sur des carnets, sur mon téléphone. Et en plein sommeil, quand ça vient, je me réveille pour consigner. Et des fois, c'est l'insomnie. Mais ce sont souvent des insomnies productives parce que j'accouche de plein de choses, quoi. Donc, il faut être capable de se faire l'outil de l'inspiration. De toujours être en éveil. Voilà. Quitte à perturber son sommeil. Ce que je trouve absolument fabuleux, c'est ma correspondance avec le viking. Vraiment, c'est pour moi vraiment très très parlant, quoi, parce que toute la médecine chinoise repose sur les 5 éléments, l'équilibre des 5 éléments, l'eau, la terre, etc., etc. Et en fait, on retrouve la même chose dans le vaudou, en fait. Absolument. Exactement, ce serait très intéressant de pouvoir creuser et de voir Voilà. jusqu'où. Il faut que des chercheurs étudient les similitudes. Mais ce que je peux dire, en projetant un regard historique, c'est que la science universelle reconnaît que la Terre s'est peuplée à partir de l'Afrique. Donc, c'est des Africains qui sont partis avec les savoirs premiers, qui sont nés, enfin les premiers peuples. Et au fil de leur migration, ils ont subi des influences, mais il y a un tronc commun. Moi, c'est comme ça que j'explique la similitude entre la logique binaire de Yi-King et celle du Fa. Et même celle du Fa, on la retrouve. Alors, nous, on appelle Fa sur la côte, mais dans le Sahel, entre le Mali, le Burkina, on retrouve chez les Bambara et les Dogons, on retrouve des pratiques divinatoires qui sont basées sur les 256 mêmes signes. Les techniques pour les établir varient, mais ce corpus-là, on le retrouve. Je me suis laissé dire récemment qu'il y avait un équivalent vers Madagascar. Je n'ai pas encore poussé les recherches, mais personnellement, je suis un peu paresseux. Je reste dans mon couloir. Je me dis, je dois finir. J'ai fini les 256 poèmes, il me faut finir les 256 quartiers littéraires. Bon, je ne veux pas trop me disperser, quoi. Je n'ai pas la carrure de tout faire.
Je laisse aux chercheurs, aux historiens, que chacun vienne faire sa part. Moi, j'ai déterminé mon couloir. Il faut absolument que je finisse, si Dieu, je touche du bois, si Dieu me prête vie. Mais bon, j'ai déjà fini les 256 poèmes, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais je continue. Et merci à vous d'être venu promener votre curiosité pour découvrir ce savoir millénaire africain. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Un plaisir. Je rallume là.